Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre mini-série Cyber et Défense en partenariat avec Orange Cyberdéfense. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de crises hybrides et essayer de comprendre cette frontière parfois très fine entre une cyberattaque, la manipulation de l'information et la réalité du terrain. En d'autres termes, comment le numérique vient-il bousculer les crises physiques ? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Thierry, commandant de la division technique au sein du GIGN. Bonjour colonel. Bonjour Leslie. Et à vos côtés, j'accueille également Marc Tolub, responsable de l'offre et de l'activité cyber résilience, gestion de crise cyber chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Marc. Bonjour Leslie. Bienvenue à tous les deux. Je rappelle qu'Orange Cyberdéfense est l'entité du groupe Orange dédiée à la cybersécurité. L'entreprise dispose de plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine et c'est aujourd'hui le principal fournisseur européen de services de cybersécurité. Je suis très heureuse de ce partenariat qui a pour objectif de mettre en lumière les métiers de la défense et du numérique. Aujourd'hui, c'est le GIGN qui est mis à l'honneur. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cet épisode. La gestion des crises hybrides, c'est notre sujet du jour. Nous avons tous en tête des images du GIGN et de ses colonnes d'assaut dans le contexte de prise d'otages. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale se présente comme unité d'élite spécialisée dans l'intervention à haut risque, la protection de personnalités ou encore la négociation face au terrorisme. Et ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est à quel point ces missions, mais aussi l'institution elle-même, sont désormais impactées par le numérique. Lieutenant-colonel Thierry, vous êtes en quelque sorte le DSI, le directeur de la sécurité de l'information du GIGN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Pour comprendre ce que je fais au sein du GIGN, il faut revenir sur ce qu'est le GIGN. Une unité de la Gendarmerie nationale spécialisée dans les gestions de crise avec un S de plus haut niveau pour l'État français. Et ces crises, elles sont à caractère terroriste, vous l'avez dit, contre la criminalité organisée, pour l'acquisition de la preuve et parfois sécuriser les intérêts français des ambassades dans les pays en guerre. Le GIGN aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes sur 17 sites en France métropolitaine et outre-mer, et puis des détachements permanents dans des pays qui sont en guerre. Ces 1000 personnes, dans un écosystème de plus de 100 000 gendarmes, font un métier qui est vraiment très atypique, un métier de niche et dans lequel il n'y a pas de backup. Pour ce faire, nous avons eu besoin au sein du GIGN de développer des outils informatiques dédiés qui ne sont pas supportés par la Gendarmerie nationale et la partie informatique du ministère de l'Intérieur. C'est pour cela qu'au sein du GIGN, on a une dérogation pour avoir notre système d'information. D'où la présence d'une structure d'architecture et de sécurisation des systèmes d'information. Cette structure, elle est hébergée au sein de la division technique, dont je suis le chef, avec tout ce volet qui lie toutes les opérations, avec des outils métiers spécifiques, qui permet un accès à l'information facilité, et puis des applications particulières au sein de toutes les opérations du GIGN. Cette division technique héberge aussi en son sein toutes les techniques spéciales d'enquête, les techniques de renseignement, et donc on va être plutôt dans le côté offensif de l'utilisation de la technique et de la cyber, ce qui fait de mon entité une sorte de purple team. J'ai les attaquants d'un côté, les défenseurs de l'autre, et tout ça stimule un écosystème qui permet d'être efficace tant pour acquérir la preuve dans nos opérations que pour se protéger des adversaires au sein de ce système d'information. Alors, historiquement, le GIGN intervient sur des crises physiques, comme vous l'avez dit, les prises d'otages, le terrorisme. À quel moment le numérique a fait irruption dans vos missions et qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Le numérique, il est présent partout et depuis longtemps. Un peu comme le terme cyber qui regroupe des réalités très distinctes, le numérique, il a commencé à partir du moment où nos adversaires avaient un téléphone. Le téléphone, il a été filaire d'abord, puis portable, et il a fallu jouer avec ce nouveau type de capteur, autant comme une opportunité que comme une nouvelle adversité. Évidemment, se protéger de la diffusion involontaire de l'information. On repense aux attentats de Bombay en 2008, où dans lesquels les chaînes d'information en direct, Sky News, diffusaient les photos de l'assaut terroriste, et qui permettaient aux coordinateurs de cette attaque d'orienter l'action de ses effectifs. BFM TV, 2015, diffuse dans une action terroriste coordonnée entre l'hypercachère et l'imprimerie d'Apartnement-Gouel une action de raid pour le GIGN. Et donc ces éléments-là nous obligent, nous, à avoir une posture permanente qui se décline jusqu'au plus proche
de la tactique depuis le command and control pour prendre en compte l'espace numérique. Ce qui n'était pas le cas avant, donc ça c'est vraiment nouveau. L'apparition des chaînes d'information en continu, donc en 2005, sur lequel vient s'ajouter toutes les plateformes de diffusion, que ce soit en live stream et même tous les réseaux sociaux, donc plutôt essor après 2010, nous oblige nous à avoir une posture d'utilisation permanente de l'image. Là j'ai identifié 2 grands risques, à savoir une diffusion involontaire, mais c'est aussi des opportunités, puisqu'on peut acquérir du renseignement via ces capteurs, parce que parfois des gens qui sont impliqués dans les crises diffusent eux-mêmes via du live stream des choses qui nous intéressent à titre tactique et qui seront derrière réutilisées à fin d'enquête par des services spécialisés, mais également qui peuvent être des outils utilisés plutôt de façon offensive dans un monde cyber pour avoir du renseignement. Donc le numérique est partout, on le voit comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Dans quelle mesure le GIGN est-il amené à travailler en collaboration avec les autres forces de l'ordre qui œuvrent dans le cyberespace, comme Cybermi, que nous avons reçu dans le 4e épisode de cette mini-série? Alors le GIGN n'est pas un service d'enquête ou un service de renseignement. Il va s'inscrire dans la logique d'une boîte à outils hyper spécialisée dans des cœurs de métier qui sont souvent au plus complexe de la crise physique, sensibilité ou technicité. Et donc par rapport aux autres acteurs, qui seront par exemple des acteurs d'enquête, qui auront à charge de mener les investigations, identifier les auteurs, le GIGN va être un outil supplémentaire qui va les aider dans leur mission. Pour ce faire, on a les capacités d'agir sur le cyberespace pour avoir au sein de notre mission un effet tactique pour sauver une vie, pour se protéger ou pour acquérir du renseignement. Notre mission s'arrête là. Marc, vous êtes spécialiste en gestion de crise chez Orange Cyberdéfense. Qu'est-ce qu'on appelle crise hybride aujourd'hui et qu'est-ce que vous mettez dans ce terme ? Nous, on va désigner une crise hybride comme étant en fait une situation complexe et multifacette de plusieurs menaces ou d'attaques qui peuvent être simultanées. Et c'est vraiment la grande différence par rapport à une crise cyber qui est plutôt monolithique, si je puis dire, où là, effectivement, on va avoir plusieurs types de menaces qui vont se combiner pour, au final, créer une situation assez complexe à gérer en tant que crise. Voilà. Dans ce type de menaces, on va surtout parler évidemment de menaces au niveau de la cybersécurité, du système d'information, de l'IT, mais également des menaces autour de la désinformation, de la manipulation, pression politique, pression économique. En résumé, si on veut résumer un petit peu l'approche qu'on peut avoir, c'est surtout une situation de crise complexe résultant de la combinaison synchronisée, c'est bien le terme synchronisé qui est important, d'attaques cyber et d'actions non cyber, qui vise finalement à maximiser l'impact de différentes attaques pour créer une situation, une désorganisation au niveau d'un État, d'une société, d'une entreprise. Alors quels sont les points de convergence qui sont identifiés entre une crise physique et une crise hybride aujourd'hui ? Donc les points de convergence entre justement l'attaque cyber et l'attaque hybride et le côté crise physique, c'est une attaque qui peut porter à la fois sur les infrastructures, en général infrastructures plutôt critiques. On peut très bien rentrer dans un data center, on peut mettre le feu quelque part, etc. Et donc ça va arrêter finalement la production informatique du data center, mais de la même façon au niveau du cyber, la compromission du système d'information va conduire aux mêmes phénomènes et aux mêmes effets, c'est-à-dire l'arrêt pur et simple de l'outil informatique, qu'on n'y ait pu accéder physiquement, ou bien via un virus, un malware, un cryptolocker qui va paralyser le système d'information. Je vais prendre un exemple, effectivement en termes assez parlant, on peut très bien toucher les systèmes de distribution d'énergie, de l'eau, transport, voilà. Et finalement, les répercussions liées à une attaque physique ou une attaque dans la cybersécurité du système d'information, in fine, peuvent être assez équivalentes. Et donc, on va retrouver cette convergence entre les deux en tous les cas. Quelles peuvent être les conséquences d'ailleurs d'une attaque combinée pour une entreprise ou pour une institution ? Les conséquences sont assez multiples, mais il y a une certaine chronologie dans les conséquences. On a effectivement, lorsqu'on est victime de ce type d'attaque, effectivement des conséquences qui vont aller assez classiquement d'ailleurs. C'est déjà vrai pour tout ce qui tourne autour de la cyber, à un arrêt partiel ou total de l'outil informatique. Donc là, on est plutôt sur des arrêts de production, sur un arrêt de l'activité d'une entreprise quand celle-ci est concernée. On va aussi parler de la durée de cette interruption et donc derrière, ce sont des plans de continuité d'activité qui doivent être mis en place de façon à pouvoir justement
continuer à travailler alors que le système d'information n'est pas opérationnel. Et puis derrière tout ça, on est sur des effets dominos dans le sens où, en quelque sorte, une interruption en entraîne une autre, et on voit aussi une diffusion par rapport à cela. Ce qu'on pense aussi, c'est que dans cette logique de crise hybride, le côté hybride est aussi de l'attaque hybride. C'est aussi un levier assez important en termes de communication hostile. Communication hostile, c'est telle entreprise, telle organisation, on va dire, ils sont incapables ils sont mauvais, ils mentent, ils ne protègent pas. Derrière, effectivement, ça se traduit par une atteinte à la réputation et à l'image de l'organisation concernée. Voilà, absolument. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de mesurer l'impact réel d'une crise hybride ? Alors, on peut le mesurer dès lors que la crise hybride, telle qu'on l'a définie là, est ponctuelle. Les attentats sur le Bataclan, une action cyber coordonnée à ce moment-là qui mettrait le plan blanc de l'évacuation sanitaire sur tous les blessés en défaut aurait une répercussion immédiate et très très palpable. Et c'est dans ce cadre-là que pour le GIGN, qui est une unité intégrée, qui en son sein possède plein de capacités de résilience sur ses propres capacités, pour des grands événements, par exemple la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on avait un réseau de téléphonie privatif qu'on a déployé nous-mêmes sur tout le long de la Seine. Donc, comme souvent dans le monde de la sûreté et de la sécurité, on peut prêcher dans le désert pendant longtemps avant que se passe la crise qui donne raison aux acteurs de la sécurité. Quand on est dans le monde étatique, et Marc l'a souligné, on vit dans un sorte de réalisme froid politique parce qu'on sait ce qui se passe dans le monde. Donc parfois il y a un peu moins de candeur par rapport aux intentions malveillantes. Et donc on a plus ce réflexe de la résilience de nos propres capacités parce que derrière on sait exactement à quoi on s'expose. Et puis on peut le quantifier aussi en termes de coûts directs pour une entreprise. Une interruption d'activité, on sait combien ça coûte, combien de milliers, centaines de milliers d'euros ça va coûter en termes d'interruption. Ça, c'est facile à quantifier, ça. Et c'est pas propre à la crise hybride, c'est propre à, j'ai envie de dire, à n'importe quel type de crise. La cyber le met bien en avant. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile à quantifier, ce qui est beaucoup plus impalpable, c'est tout ce qui tourne autour de la réputation, comme on vient d'en parler, la confiance, voilà. Alors comment ce nouveau type de crise est perçu par une entreprise aujourd'hui ? Ce qu'on constate, c'est que effectivement, ce type de crise, intellectuellement, elle est bien perçue. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle est bien perçue au niveau des grandes entreprises, des grandes organisations, parce que d'une façon ou d'une autre, ces organisations ont déjà été confrontées aux éléments qui constituent une crise hybride. En revanche, plus on va descendre, plus on va aller vers des organisations plus petites, plus ça semble lointain. Je vais prendre l'exemple là aussi d'une petite entreprise au fin fond de la France qui produit par exemple du fromage. Nous, on n'est pas concernés par des crises cyber. Vous voyez, les crises hybrides derrière, avec tout ce que ça implique derrière, c'est tellement loin. Donc là, effectivement, il y a encore du chemin. Voilà. Et ce qu'on constate aussi par rapport à la compréhension de la crise hybride au niveau des grandes organisations, intellectuellement, c'est compris, mais derrière, c'est sa déclinaison opérationnelle. Voilà, comment on lutte contre les crises hybrides. Comment on détecte finalement des signaux faibles. Encore une fois, côté physique, côté informatique, côté informationnel, côté ingérence, etc. Et comment tout ça converge. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est bien sensibiliser et bien détecter ces événements-là, sauf, et malheureusement, on les voit que quand on est dans le mur, quand ils sont vraiment là et bien présents. Voilà. Le problème qu'on avait avec la cyber déjà il y a quelques années. Exactement. Le même schéma se reproduit avec les crises hybrides. Alors les crises hybrides, elles semblent déjà un peu mieux maîtrisées par le secteur étatique que par le secteur privé. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parler pour tout le domaine étatique ou pour tout le domaine privé me semble à mon niveau hasardeux. Ce qui est sûr, c'est qu'un domaine étatique, à l'instar de ce qu'a dit Marc, s'apparenterait à des grandes entreprises qui ont déjà fait face à ces menaces et qui sont structurées avec une DSI, des responsables sûreté, et finalement il y a un panel de métiers qui va faire face à cette hybridation des conflits. Quand on descend, et même au niveau étatique, dans le domaine de la PME et de la petite structure étatique, à partir du moment où elle n'a pas eu une structure informatique qui lui est 100% donnée par l'échelon du dessus, elle va être vulnérable de la même façon. Et en la matière cyber, la principale vulnérabilité se situe entre la chaise et le clavier. Donc l'humain qui soit dans le privé ou dans le public aura exactement les mêmes vulnérabilités.
Un élément qui peut aussi peut-être l'expliquer, qui corrobore cette première analyse, c'est le fait de la confrontation multiple. L'hybridation d'un sujet pour l'État français est permanente. La manipulation de l'information dans les enjeux d'influence de l'État à l'étranger. Entre les industries françaises, qu'elles soient de défense ou non, la communication qu'il va y avoir dans un pays qui va porter atteinte au préjudice de la France, et la sécurité physique des ressortissants français, que ce soit des militaires en mission, des sécurisations d'ambassade ou des expatriés, et en permanence, et depuis très longtemps étudié. Il y a une riposte de façon collective et prenant en compte chaque paramètres de cette hybridité. Il y a aussi le côté peut-être accès au renseignement. Pour un État, effectivement, avec des services de renseignement, c'est plus facile de comprendre, d'anticiper ce type de menaces. En revanche, pour le secteur privé, des petites structures, etc., ce sont des informations qui sont quasiment totalement inaccessibles. Et donc là aussi, en termes de compréhension, ça rend l'accès plus difficile, et donc derrière sa déclinaison opérationnelle, là aussi, est beaucoup plus difficile pour une structure beaucoup plus petite. Donc il y a beaucoup plus de sensibilisation à faire aujourd'hui auprès des entreprises pour se prémunir contre ce nouveau risque, on peut le dire. Contrairement au GIGN, vous êtes vraiment préparé à faire face à ce type de crise. Alors on est préparé, mais on agit souvent dans un cadre qui nous dépasse. Et là encore, c'est une question de temporalité. Une attaque qui va cibler une entreprise quelques jours avant son conseil d'administration, il y a une notion de temps derrière ce qui va lui être reproché dans son irréputation. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en 2024, avec des grosses émeutes, une situation presque insurrectionnelle sur l'île, il y a eu une hybridation de la situation sur place, avec une manipulation de l'information sur l'action des gendarmes français sur la Nouvelle-Calédonie, qui a été, alors c'est révélé dans Le Monde, donc on peut en parler plus simplement, orchestré depuis un groupe cyber localisé en Azerbaïdjan. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie, c'est les intérêts français qui sont ciblés par des accords géopolitiques sur quelque chose qui n'est pas ultramarin, et qui, en termes de conséquences sur le terrain, n'importe quel gendarme du GIGN ou le reste des forces de sécurité intérieure, un policier y compris, deviennent une cible pour cause de désinformation d'un pays tiers qui fait passer les forces de sécurité intérieure comme des forces de répression qui sont là pour tuer des autres. Et donc forcément, la riposte d'une certaine population locale peut être de s'auto-protéger en voulant tuer de la force de sécurité intérieure. Donc évidemment, le cadre nous dépasse, c'est pas ciblé contre le GIGN aujourd'hui sur cet exemple, mais comme sur beaucoup d'autres, mais c'est déjà présent. À l'instant T, c'est une stratégie de communication de crise qui s'établit pour démentir ce qui est factuellement faux. Et après, dans un monde où l'information et la véracité de l'information est en permanence remis en cause, ça devient parole contre parole. Mais en tout cas, il y a cette stratégie de crise qui est mise en œuvre au sein de chaque institution. Donc la gendarmerie le fait. En tous les cas, il y a un point fort, il y a vraiment un point qui est très important dans la crise hybride, c'est le volet communication. La communication est vraiment centrale par rapport à la crise hybride, dans la crise hybride, par rapport à d'autres types de crises, notamment je pense à la cyber. Mais là, on voit vraiment un basculement sur le côté communication, de façon à effectivement pouvoir confirmer, démentir, avoir les bons mots de communication, la bonne temporalité, pour rassurer, accompagner, démentir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort et qu'on ne voyait pas avant, en tous les cas, nous, au niveau de la crise cyber. Et c'est quelque chose de très nouveau, où là aussi, les entreprises ne sont pas encore forcément prêtes et nécessitent justement un travail entre les équipes, à la fois cybersécurité, les équipes de communication et bien sûr la direction générale d'une entreprise. Oui, donc c'est pas juste une question de gestion d'outils techniques. Non, c'est très transverse. On est vraiment très transverse. Pour conclure cet épisode, j'aimerais que l'on puisse donner quelques conseils et recommandations aux entreprises et aux organisations pour se prémunir de ces crises hybrides dont on parle aujourd'hui. Donc Marc, chez Orange Cyberdéfense, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans la prévention ? Déjà, on les accompagne dans l'entraînement, la formation, la sensibilisation. C'est déjà comprendre ce type de menace. Et une fois que cette compréhension est bien actée, c'est passer à l'étape d'après, c'est-à-dire l'entraînement. L'entraînement, c'est mettre en place des systèmes de simulation de crise, tout simplement, où on va simuler dans des temporalités différentes une attaque de type hybride et voir comment un comité exécutif, un CODIR, des équipes techniques, des équipes SOC par exemple, réagissent face à ce type de menace. Donc c'est essentiellement derrière, c'est l'entraînement. Alors, lieutenant-colonel Thierry, dans le cadre de vos échanges avec Orange Cyberdéfense, vous avez conclu un partenariat. En quoi consiste-t-il ? Alors, pour être efficace dans les opérations, il faut connaître le milieu,
et avoir les bons outils. Dans ce cadre-là, le cyberespace, c'est pas nativement le cadre d'emploi d'un gendarme. La gendarmerie a énormément pris de l'avance sur le monde cyber avec toute une filière métier qui est le DT Cybernum. Et au sein du GIGN, on s'appuie sur plein de pôles d'expertise, dont Orange Cyberdéfense fait partie, pour avoir une meilleure connaissance du milieu, une meilleure connaissance des outils pour se protéger aussi, des vulnérabilités, des retours d'expérience, et tout ça fait notre force. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous les deux, lieutenant-colonel Thierry donc du GIGN et Marc Tolub de chez Orange Cyberdéfense d'avoir participé à cet épisode. J'en profite également pour remercier Julie Carrier et Anouk Schmick de chez Orange Cyberdéfense qui sont à l'initiative de cette mini-série. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur les liens en description de cet épisode pour découvrir les autres épisodes de notre mini-série dans lesquels nous avons déjà reçu la Marine nationale, une entreprise de drones sous-marins, l'entité du chiffre et enfin le ComCyberMi. Encore merci à tous pour votre participation et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.